Bonsoir, eh bien on est en direct sur cette putain de radio, j'espère que tout le monde va bien, il y a déjà du monde, il y a déjà des gens qui étaient sur le live de Jim juste avant, il y a Stéphane qui nous a rejoint, Jim est avec nous. Bonsoir messieurs, est-ce que vous Bonsoir. m'entendez? Est-ce que Bonsoir. on s'entend? Ouais. Tout va bien Oui, oui, on s'entend apparemment. bien. La technique Impeccable. fonctionne, j'espère que tout le monde est là, j'espère que tout le monde va bien. Alors, écoutez, on va parler de beaucoup de choses ce soir, on va faire un ping-pong, on fera une petite pause aussi musicale et puis on essaiera d'inviter des gens qui veulent poser des questions directement. Ah, il y a un de vous qui a laissé le YouTube. Et donc voilà, s'il y a des gens, bah ça c'est le mien, celui-là, voilà. Qu'est-ce que je veux dire? Oui, donc il y aura peut-être une partie sur la fin où les gens pourront venir vous poser des questions en direct live sur Skype. J'envoie le générique et on se retrouve tout de suite après. À tout de suite. Eh bien, écoutez, je vais vous faire mon petit laïus comme d'habitude puisque c'est la tradition. Bonsoir et bienvenue sur cette putain de radio. Ce soir, j'accueille deux fortes personnalités, deux auteurs, deux musiciens qui se battent contre cette invasion dans notre beau pays, la France. Cette invasion n'a pas de nom, ou peut-être un nom, ni de chef, ou peut-être un chef, mais elle est bel et bien présente. Est-ce les USA? Est-ce le sionisme? Est-ce les francs-maçons? Est-ce finalement seulement une oligarchie en mal d'argent? C'est ce que nous allons tenter de comprendre grâce à Stéphane Blett et Jim le Veilleur, non silencieux que vous connaissez déjà bien sûr, tous les deux. Pendant que des petits groupes se forment et travaillent pour rassembler le plus de monde possible, certains baissent les bras et attendent une pseudo fin du monde pour se battre. Pendant que des petits groupes informent de l'empoisonnement massif dans notre alimentation ou l'empoisonnement de nos terres, certains baissent les bras et attendent une pseudo-guerre civile pour se battre. Un malaise s'installe dans notre culture, une perte de repères à cause de qui, de quoi. C'est à mes deux invités, Stéphane et Jim, que je vais poser cette première question. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser sur le chat ou alors sur putain-de-radio@gmail.com. Voilà, on se fera un plaisir d'essayer d'y répondre. Nous donnerons en fin d'émission, si vous le voulez bien, la parole à nos auditeurs en live sur Skype, puisque ce soir nous sommes sur Skype. Stéphane, bonsoir. Bonsoir. Jim, bonsoir. Bonsoir. Alors Stéphane, je vais te demander de te présenter pour les gens qui ne te connaissent pas rapidement ou succinctement, s'il te plaît. Écoute, voilà, je suis donc pianiste, concertiste, compositeur. Je vis maintenant en Turquie depuis quelques mois, même si j'y allais très souvent. J'ai écrit pas mal de livres sur la musique et sur la franc-maçonnerie pour la maison d'édition de mon pote Alain Soral, Contre-Culture. Voilà, et là je suis, je sais pas, à Istanbul. Voilà. Jim. Alors, je suis musicien, pianiste. Non, mais donc moi, en fait, oui, je suis prof de musique aussi. Je suis thérapeute en médecine chinoise et en fait, je suis aussi étudiant en occultisme. Et puis, donc, ça fait une dizaine d'années que j'ai quitté la France et ça fait à peu près 5-6 ans que j'ai commencé à faire des vidéos pour alerter les gens de ce qui est en train de se passer sur cette planète depuis plusieurs décennies, plusieurs siècles même, on va le dire. Et de l'emprise en fait finalement des frères de l'ombre, ce que j'appelle les frères de l'ombre sur la France et sur l'Occident et sur la direction que va prendre le monde dans les années à venir. Donc j'ai contacté Stéphane il y a quelques jours. On m'a conseillé de le contacter parce qu'on parle des mêmes choses et il en parlera sûrement mieux que moi dans certains domaines. Donc je trouve ça super qu'on puisse s'allier et s'unir pour parler de choses. Entièrement d'accord. Alors, à cause de qui, pour vous, à cause de qui ou à cause de quoi ce malaise s'installe et notre perte de repères dans notre culture, dans notre pays? Stéphane, pour commencer, s'il vous plaît. Je crois que c'est un tout, mais enfin, quand même, le mal est quand même assez définissable. On voit bien que depuis une dizaine d'années, toutes nos libertés, en particulier les libertés d'expression, partent en couille de tous les côtés. Ça, je crois qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui seront pas d'accord avec ça.
Alors la question c'est pourquoi? Bah évidemment, il y a des gens qui n'ont pas très envie que le peuple s'éveille. On voit sur tous les médias français depuis une dizaine d'années, mais surtout depuis 2 ans, bon, de la désinformation permanente, BFM, compagnie, etc. Tous nos médias appartiennent aux 3 ou 4 marques, sont tous de la même communauté, entre parenthèses, et qui servent les mêmes intérêts, qui sont ceux d'un pays étranger, donc Israël, voilà, c'est clair. Donc toute personne à dire un mot qui n'aille pas dans le sens de leurs intérêts est systématiquement diabolisé. Et là, on parle pas de l'extrême droite ou quoi que ce soit. Regardez, même Onfray, qui est pourtant même pas anti-sioniste, il est même plutôt sioniste d'après ce qu'il dit. Donc, même lui a dit 3 mots. Besancenot, Mélenchon. Bon, j'ai pas une affection particulière pour Mélenchon, mais Mélenchon, Besancenot qui sont traités d'antisémites, je veux dire, on rêve. Donc toute personne qui va prononcer même le mot palestinien ou c'est voilà antisémite, nazi, fasciste. Bon, toute personne qui n'accepte pas la ligne actuelle qui consiste vraiment à ne plus pouvoir dire un mot. Il suffit de regarder Ruquier. Enfin, regardez. Voilà, moi, je suis pas un fan de Zemmour du tout, mais Zemmour et Nolo, au moins intellectuellement, c'était pas zéro. Maintenant, on a Yann Moix, c'est l'autre folle. Là, bon, enfin, je veux dire. Tous les ans, on pense que ça peut pas aller plus bas, ça va toujours plus bas. C'est-à-dire que toutes nos libertés d'expression partent en couille et les gens réagissent assez peu. C'est quand même assez inquiétant parce que je pense pas que ça va s'arrêter du tout. Et on voit bien avec Macron, par exemple là, mon copain Alain Soral et moi et Dieudo, tous les trois, on s'est fait supprimer notre mur Facebook. On s'est fait interdire de Facebook. Et pas pour une publication spéciale, simplement. À un moment donné, ils ont dit non, c'est vous fermez. Voilà. Donc ça, c'est quand même assez extraordinaire. Et c'est comme ça tout le temps, et ça n'arrête pas. Hein, voilà. Et alors, on a une bande de racistes qui, eux, par contre, sont partagés en masse sur les Facebook, sur les YouTube. Et voilà, il y a donc 2 poids 2 mesures qui se révèlent maintenant à un niveau impressionnant. Hein, je veux dire, c'est impressionnant, hein, quoi. Je veux dire, on n'y croyait pas pour Charlie. Hein, mais là, c'est à jour, quoi. Hein, je veux dire, c'est au grand jour, quoi. Jim, qu'est-ce que t'en penses? Bah oui, c'est évident. Et c'est évident que on va parler de la France, ce sera quand même plus simple. C'est évident que ce pays maintenant est clairement à la botte d'une petite communauté, on va dire, une communauté d'élite qui dirige apparemment les médias, se sont emparés des médias. Ils dirigent aussi les politiques, parce que c'est le Didier Ducrif qui donne ses ordres aux politiciens. Ils dirigent le système médical, ils dirigent le système de justice, ils dirigent le système de santé, d'éducation aussi, parce qu'on a vu le massacre dans l'éducation de Belkacem, qui obéit aussi aux mêmes personnes. Et ils s'attaquent comme ça à tous les secteurs d'influence. Et c'est toujours orienté dans un sens unique. Et celui qui ose se mettre en travers de leur chemin se fait défoncer clairement, censurer. C'est une véritable dictature. Et je pense qu'on est dans une vraie dictature. Et la seule dictature qu'on n'a pas encore subie, c'est celle de la consommation. On a le droit de consommer à peu près tout ce qu'on veut. Tant qu'on est des bons consommateurs, on nous fout à peu près la paix. Mais en ce qui concerne la liberté de penser, c'est fini, c'est terminé. Hein. Et on est quand même on parle de la France là. Alors, qui sont ces gens? Ils sont faciles à identifier puisque maintenant ils se montrent au grand jour. Donc, on voit bien que, comme disait, je crois que c'est Voltaire, il disait pour savoir qui dirige, il suffit de savoir de qui on n'a pas le droit de parler. Bon, c'est clair. Hein, tous ceux qui ont attaqué de près ou de loin le lobby sioniste se sont fait censurer totalement, se terminent devant les tribunaux. Je veux dire, on est dans un délire total. Et je ne sais pas jusqu'où ça va aller parce qu'ils détiennent tout. Alors, il y a un truc qui est vachement intéressant avec Stéphane Blett, c'est cette relation entre le franc-maçonnisme et le sionisme. Est-ce que tu peux nous en parler, s'il te plaît, Stéphane? Oui, j'en ai beaucoup parlé dans le livre que j'ai sorti il y a quelques mois chez Contre-Culture, la franc-maçonnerie, l'effroyable vérité, parce que moi, comme je suis pianiste, compositeur, il y a une quinzaine d'années, j'ai des copains artistes qui m'ont dit je suis franc-maçon, tu devrais tu t'intéresses à l'occultisme, à l'ésotérisme, à l'astrologie. Bon, j'y suis rentré, j'y suis resté un peu. Et quand j'ai commencé à monter dans le pays, j'ai vu ce que j'ai vu, j'en suis parti en courant. C'est-à-dire que ce que je veux expliquer, c'est déjà la franc-maçonnerie, c'est complexe d'en parler parce qu'il y a divers rites qui sont pas les mêmes, mais le rite le plus pratique,
Ça lag beaucoup. J'aime pas. Je sais pas comment ça se passe de votre côté, mais moi j'ai un Alors, il est problème. ni ancien ni écossais, voilà, mais c'est comme ça. Il y a 33 marches, 33 degrés, et on se rend compte au bout d'un certain temps, mais pas tout de suite, que finalement tous les symboles changent au fur et à mesure des degrés qu'on poursuit, qu'on monte, et c'est non seulement un lobbyiste, mais en fait la crème de la maçonnerie est dirigée par une maçonnerie supérieure, racialiste, juive, interdite aux non-juifs, qui s'appelle le Bénébérite. Et j'ai montré dans le livre, c'est ce qui les emmerde, que le Bénébérite était bien lié à cette franc-maçonnerie-là, mais il faut arriver dans les hauts grades pour le voir. Voilà. Alors justement, il y a Alors, un inconnu révolu qui nous dit oui, elle existe, mais à un certain degré, hein, c'est ça? Oui, bien sûr, parce que, enfin, elle existe partout, mais on s'en rend pas compte. On ne peut parce que beaucoup de gens s'imaginent que quand on rentre dans la franc-maçonnerie, bon, ça y est, on est dans la franc-maçonnerie, on connaît tous les secrets. Non, 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 c'est très structuré, c'est marche par marche. Et par exemple, un frère qui est au 3e degré ne sera jamais au 4e degré. Un frère du 4e degré ne saura jamais ce qui se passe au-dessus. C'est très structuré. Donc, tant que vous n'êtes pas au degré où vraiment les choses se règlent, vous pouvez être franc-maçon, vous comprenez rien. Donc, c'est pas étonnant que ça puisse plaire. Moi, franchement, ça m'a pas. Enfin, j'étais pas spécialement à l'aise, mais les premières années, ça m'a pas déplu. Il y avait rien de particulièrement choquant au début. Pour que ça devienne choquant, il faut monter les degrés. Et là, on commence à vous montrer ce que c'est vraiment. Vous voyez tous les symboles se retourner et vous voyez dans quoi vous êtes. Mais ça, on peut pas le voir tout de suite. C'est pour ça que c'est un piège pour les plus jeunes ou pour les jeunes maçons, parce que eux le voient pas. Et il faudra des années avant qu'ils comprennent dans quoi ils sont tombés et surtout qu'ils sont en permanence surveillés par des frères d'un grade supérieur qui savent tout ce qu'ils pensent, tout ce qu'ils disent, etc., etc. C'est très très structuré. Voilà. Et c'est dans les hauts grades qu'on se rend compte de ce qui se passe. D'abord, quasiment tout est en hébreu. Moi, j'ai rien contre l'hébreu, mais bon. Ok. Et alors le plus incroyable, c'est que vous avez plein de frères qui parlent pas un mot d'hébreu et qui répètent ça sans savoir ce qu'ils disent. Mais quand vous avez gloire, ma vie pour Israël, etc. Moi non, je veux dire, j'étais pas rentré en franc-maçonnerie pour ça. Donc j'en ai fichu le camp, j'ai démissionné et puis j'ai écrit ce livre. Donc évidemment, ils sont pas très contents. Ça explique les procès que j'ai aujourd'hui. Même si c'est censé être pour un message Facebook ou autre, c'est pas le cas. On sait bien qu'ils essaient de se venger comme ça. Parce que j'ai pu proposer dans le livre le lien qu'il y avait entre le Bénébérite, cette secte juive raciste, hein, puisqu'elle est interdite aux non-juifs. C'est quand même incroyable, parce que la franc-maçonnerie est censée être universaliste, et le Bénébérite est interdit aux non-juifs. Il faut, pour rentrer au Bénébérite, prouver qu'on est juif de sang, mais donc de sang de sa mère, enfin vous voyez le genre. Bon. Et il y a un lien entre les hauts grades de la maçonnerie classique du rite écossais ancien et accepté et le Bénébérite. Voilà. Et tout est dirigé comme ça. Simplement, ça se voit pas. Évidemment, ils n'aiment pas qu'on en parle. Ça, c'est le moins qu'on puisse dire. Jim. alors moi, c'était ma toute première vidéo il y a plus de 5 ans qui parlait de la franc-maçonnerie, justement. Parce que, bon, moi, j'ai eu accès à des informations par un autre système d'enseignement, hein, où la franc-maçonnerie initiale s'appelait, à la base, on les appelait les frémicènes, mais là, on remonte à plus de 2000 ans, hein, on remonte à même 3000 ans. Moi, je connais pas mal de francs-maçons qui sont dans diverses loges et qui ne sont pas du tout des gens négatifs ni des gens qui sont vérolés par le Bénébérite. Moi, ce que j'aimerais savoir, est-ce que toi, tu parles du rite écossais. Est-ce que ce sont toutes les loges qui donc suivent ce rite écossais qui sont à la botte finalement du Bénébérite, en fait? Alors, il y a plusieurs rites écossais. Il y a le rite écossais rectifié, ça n'a rien à voir. Je parle du rite écossais ancien et accepté. C'est-à-dire ce rite qui a 33 degrés. Quand on parle de 33, c'est toujours le rite écossais ancien et accepté. Et oui, mais encore une fois, ceux des frères qui travaillent ou des sœurs qui travaillent dans les grades 1, 2, 3, même 4 jusqu'à 18, parce qu'en fait, les degrés effectifs, c'est 1, 2, 3, 4, 14, 18, 30, 33. Bon, avant d'être arrivé au 18e degré, on ne peut rien voir. Donc évidemment, si tu parles à un jeune maître, etc., il dira, bah non, je vois pas. Mais au-dessus de ça, ça se passe comme ça. Et en fait, au poste de pouvoir, tu auras toujours des gens qui seront choisis dans ces obédiences-là, à ces degrés-là. Mais un jeune frère qui fait partie des
des premiers grades ne peut pas du tout s'en apercevoir. Mais ça, c'est vraiment le rite écossais ancien et accepté, qui a été revu, corrigé et complètement dévoyé par Albert Pike, le fameux Pike dont on parle souvent, et qui était, il faut quand même le faire, qui était un des créateurs du Ku Klux Klan. Hein, il y a beaucoup à dire. D'ailleurs, le 30e degré du rite écossais ancien et accepté, qui s'appelle Kadosh, chevalier Kadosh, Kodesh, ça veut dire saint en hébreu. 3 fois 5, Kadosh, 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 ça signifie aussi Ku Klux Klan. Donc, vous voyez que c'est très complexe. Quand on dit que le Ku Klux Klan était suprémaciste, anti-juif, non, suprémaciste, anti-noir et raciste, oui, mais il y a un lien entre le Bérite et le Ku Klux Klan, ce qui peut paraître incroyable, mais c'est ce que je trouve dans le livre, et ça, évidemment, c'est pareil, ils n'aiment pas beaucoup. Mais on le voit d'ailleurs aujourd'hui avec des gens qui soutiennent Trump, le Ku Klux Klan, il y a énormément de juifs racialistes dans le Ku Klux Klan. Hein, donc voilà, il y a toujours eu ce lien qui est resté plus ou moins opaque, mais dont il est possible de retracer les points communs. Et j'ai retrouvé les chartes de réciprocité entre le bénévérite, le rite écossais ancien et accepté, et les correspondances entre le grand maître du rite écossais ancien et accepté, le bénévérite et le Ku Klux Klan. Voilà. D'accord. Ah ouais. Et en fait, est-ce que tu penses, toi, que ce rite écossais ancien et accepté, à ton avis, il date de quand? Le rite écossais ancien et accepté, il a été mis au point au moment où la maçonnerie opérative est morte, c'est-à-dire ce qu'on appelait la maçonnerie opérative, c'était quand la maçonnerie était composée de compagnons du Tour de France, d'ouvriers, de constructeurs de cathédrales, de mathématiciens, enfin voilà, les opératifs. Et au début du XVIIIe siècle, on a tout d'un coup des rituels qui sont détruits, d'autres, James Anderson et d'autres, et la Grande Loge Unie d'Angleterre se crée en 1717, enfin entre 1717 et 21. Et alors là, tout ce qui était la franc-maçonnerie opérative disparaît, et on se retrouve avec des usuriers, des banquiers, etc. Mais c'est ça, d'ailleurs, ils le disent même dans leur constitution, on va constituer le nouveau port franc du monde pour dominer l'économie, les finances. Ils le disent eux-mêmes, hein, donc c'est pas du complotisme, c'est dans leur constitution. Voilà. Et c'est le moment où la franc-maçonnerie est récupérée pour devenir ce qu'on connaît aujourd'hui. Ouais. Alors c'est exactement ce que je pensais. C'est ce que j'ai dit dans ma première vidéo, toute première que j'ai faite. Je disais que la franc-maçonnerie initiale a été, pour moi, infiltrée par qui on est là, par quoi, quel ordre, ces Illuminati qui ont vu leur naissance au XVIIIe siècle. Est-ce que ce sont des satanistes? Est-ce que ce sont des messianiques? Qui sont-ils exactement? Pour moi, ils ont infiltré à peu près tous les systèmes de pensée philosophiques, spirituels, religieux. Ils ont tout infiltré. Pas seulement la maçonnerie. Pour moi, la maçonnerie n'est qu'un réseau pour eux. Bien sûr, c'est vrai. Alors là, bon, le coup, les Illuminati, oui, mais on parle beaucoup d'Illuminati, mais les Illuminati, c'était, en fait, les Illuminati, au sens littéral du terme, n'existent plus depuis longtemps. C'était Adam Weishaupt, en Bavière, tout ça, etc. Mais, disons qu'on peut donner les gens qui ont okay. Mais, il y a pas besoin d'Illuminati aujourd'hui. On a School-Saint, on a le Bohemian Grove, on a la franc-maçonnerie d'Éograd, on a le Bénévérite, bon, voilà, voilà, donc je crois que c'est pas, on met un peu les Illuminati à toutes les sauces, mais les Illuminati a été à un moment de l'histoire, effectivement, des gens, oui, qui effectivement sont allés dans ce sens, mais il n'y a pas un lien direct entre les Illuminati de Weishaupt, de Bavière et la franc-maçonnerie. Et effectivement, ce que tu dis qui est très juste, ils ont infiltré absolument tout. Alors oui, c'est des messianiques, oui, évidemment. Et il suffit de voir la liste entre 1717, donc entre la création de la Grande Loge Unie d'Angleterre, et les années pré-révolutionnaires. Bon, là, je pourrais te le trouver, mais ça serait pas intéressant, ça durerait 1 heure. Les noms, enfin bon, je veux dire, tous les grands maîtres des loges maçonniques entre 1717 et les années pré-révolutionnaires sont tous des Moïse, Aaron, voilà, bon, bref, sans exception. Et tout ça d'un coup. Voilà, donc tout était préparé avant. Et c'est sûr que et ça ne s'est pas passé qu'en France, parce qu'évidemment, on sait le rôle de la franc-maçonnerie sur la Révolution française, mais ça s'est passé dans le monde entier. D'ailleurs,
la chute des tsars est due aussi à la franc-maçonnerie. Catherine II s'était laissée influencer par un de ses amants maçons. Elle avait fait interdire le martinisme. Elle avait fait, elle avait donné pignon sur rue à tous les francs-maçons. Bon voilà, c'est toujours la même méthode. Donc tu as toute raison quand tu dis qu'ils ont infiltré tout, parce que c'est la méthode kabbalistique. Tu sais, à gauche, à droite, partout, il doit être absolument partout. En politique, c'est pareil. T'as des francs-maçons et des ultra-libéraux au Parti communiste, au Front National, partout. Ils doivent être absolument partout, pouvoir de l'intérieur agir. Donc effectivement, il n'y a pas un seul mouvement qui soit exempt de tout ça. C'est la méthode kabbalistique qui est plus ou moins enseignée dans les hauts grades maçonniques. Alors, Jim, juste pour un petit confort de son, s'il te plaît, est-ce que tu pourras couper ton micro pendant que voilà que tu parles pas, comme ça il n'y a pas de petits parasites sonores. Jim, tu voulais Stéphane, tu voulais enchaîner. Je voulais dire que pour moi, ils ont infiltré tout, mais ils ont même infiltré le judaïsme. C'est-à-dire que pour moi, ces gens-là, ces messianiques, comme on les appelle, c'est vraiment ce qu'on appelle la synagogue de Satan. C'est dans la Torah qu'il y a ça. Je ne sais plus dans quel passage. Je ne me rappelle plus exactement, mais il est dit qu'il faut reconnaître les vrais juifs des faux juifs et qu'il y a des faux juifs et qui sont ceux-là sont les adeptes de l'église de Satan, de la synagogue de Satan plutôt. Et je pense que ce sont toujours ceux-là, ceux qui n'ont pas reconnu le Christ il y a 2000 ans. Et ce sont ceux-là qui prennent aussi les juifs en otage et qui n'hésitent pas à les sacrifier. Ça, c'est important de le signaler. C'est très important de le dire parce qu'effectivement, moi, c'est mon impression aussi. C'est-à-dire qu'il y a vraiment toute une partie de la population juive qui est otage de cet extrême, hein, de cet extrémisme. Ah, ouais. Oui, je suis tout à fait d'accord aussi. La seule chose qu'on a envie de leur demander, bon, on a quelques amis comme Jacob Cohen ou Gilad Atzmon qui ont mis, mais je suis absolument d'accord, mais il faut aussi, qu'on leur parle franchement, il faut aussi qu'ils se bougent le cul, pour ne pas, enfin, pour prendre la parole aussi et ne pas donner l'impression qu'ils soutiennent ça. C'est-à-dire, on a besoin d'eux aussi, justement. Je crois que c'est l'intérêt de tout le monde, le nôtre et le leur, pour que les choses soient bien claires. Et on aimerait bien des fois les entendre un peu plus. Moi, je sais, j'ai plein de copains juifs qui me soutiennent, etc. Mais il faudrait qu'ils soient un petit peu plus, qu'on les entende un peu plus dans les médias et ailleurs, pour justement que les gens fassent la part des choses. Mais je trouve qu'on les entend pas assez. Ça, il faudrait aussi qu'ils comprennent que il est peut-être temps de dire, nous, on veut pas être représenté par Monsieur Bernard-Henri Lévy, par exemple. Voilà. C'est le cas à mon avis, hein, mais bon, ils sont comme nous, ils sont mutés, quoi. Hein. Non, mais ils ont le syndrome Elysée Moon. C'est-à-dire qu'ils savent que s'ils ouvrent leur gueule et qu'ils prennent la défense des noms sur des antisionistes, si on peut dire, ils vont se faire défoncer, ils vont plus avoir de travail. Semoun, s'il commence à rejoindre Dieudonné, il sait très bien qu'il perd la moitié il perd sa famille, parce qu'il est de la famille Bruel, et il sait très bien qu'il ne peut pas l'ouvrir. Bah oui, mais il faut choisir un. Ah ouais. Mais comme dit Semoun, moi j'ai pas envie de me faire insulter, j'ai pas envie de passer ma vie dans des bus pour jouer. C'est comme Jamel Debbouze, il a préféré aussi tourner sa veste. Voilà, bon, bah, qu'est-ce que tu veux? Ils sont pris en otage. Tout le monde n'a pas le courage de Dieudonné. Il faut avoir du courage pour affronter ses peurs. Hein. Ça, c'est clair. Eh oui. Eh oui. C'est à ça qu'on reconnaît les grands hommes et c'est à ça qu'on reconnaît les lâches. Voilà. Ce que j'ai dit à Dieudonné, la seule fois où j'ai vu Diodo, je lui ai dit, je suis ravi de rencontrer non pas un grand artiste, mais un grand homme. Parce que les grands hommes sont ceux qui arrivent à vaincre leurs peurs. Enfin, donc moi je pense, pour terminer, qu'ils ont infiltré le judaïsme et je pense qu'ils ont aussi infiltré l'islam. Et qu'ils ont aussi infiltré le Vatican, ça, je pense que Stéphane va être d'accord avec moi. Ah oui. Voilà. Et donc la maçonnerie également, et même très certainement encore d'autres mouvements spirituels de pensée. Et l'islam, on sait très bien que Daesh et toutes ces inventions, Al-Qaïda, tout ça, c'est certainement aussi des inventions israéliennes. Je ne serais pas du tout étonné. Évidemment. Voilà. Donc tant qu'il y a de la division, ces gens-là, bah, ils règnent derrière la division. Pour moi, c'est du satanisme. Voilà, mais bon. Alors Lucifer, justement, j'avais mis ce mot Lucifer dans le ping-pong, qui est fait finalement le porteur de lumière. Hein. Donc à ne pas confondre avec le satanisme, hein, c'est ça, hein, les gars. Corrigez-moi si je me trompe. Hein. Non, c'est ça. Ouais. Et alors il y a donc cette date, le 1717. On en a parlé, on n'en a pas parlé, non. Hein. Je sais, on était hors live hein, quand on en a parlé. Stéphane en a parlé. J'en ai dit.
D'accord. J'ai dit c'est la naissance officielle de ce qu'on appelle la maçonnerie spéculative, voilà. D'accord. Nickel. Et alors, Lucifer qui rentre dans ce contexte franc-maçonnique, est-ce qu'il y a un parallèle intéressant à expliquer ou pas? Alors, je commence ou tu commences? Vas-y, Vas-y. Stéphane. Ouais, bon, déjà, effectivement, il faut pas confondre Lucifer et Satan. Satan, c'est l'adversaire. Hein, c'est voilà. Bon, Lucifer est censé symboliser la liberté de l'homme. Mais alors, c'est pareil. Ça, c'est encore autre chose. C'est, on va dire, une espèce de détournement du laïcisme ambiant, si vous voulez. C'est-à-dire qu'en gros, on voudrait le- J'ai une coupure son, moi. Je sais pas comment ça se passe. de et bah là des dieux, c'est plutôt ça. Il faut pas voir ça. Qu'il y ait des maçons satanistes, ça, y a pas de doute. Mais là, le côté luciférien, c'est vraiment pour la maçonnerie déograde. Libérez-vous de Dieu. Il n'y a pas d'autre Dieu que l'homme. Dieu est l'homme, l'homme est Dieu. Enfin, c'est cette espèce de philosophie-là qui prévaut dans les hauts grades. Donc Lucifer est censé représenter l'homme-dieu. Voilà. C'est un des concepts kabbalistiques aussi. Voilà. On serait tous Dieu sans le savoir. Bon, D'accord. Et alors donc on s'en rapproche de plus en plus puisque finalement l'intelligence artificielle va aider l'homme à se rapprocher de cet objectif. Voilà, jusqu'à la destruction finale, sans aucun doute, qui est annoncée d'ailleurs, mais là c'est quand même assez logique et on s'en rapproche effectivement. On voit des croisements entre les hommes et les animaux, on voit des technologies absolument effrayantes qui se mettent en place, mais on a l'impression qu'on rêve et on rêve pas et on peut imaginer ce que ça donnera dans 10 ou 15 ans. Donc c'est évident qu'on va à notre perte. Jim, tu veux rebondir? Ouais. C'est vrai que en ce qui concerne Satan et Lucifer, moi j'ai toujours fait la distinction claire et nette. Euh, c'est vrai que c'est ce que vient de dire Stéphane sur Lucifer et ce qu'on dit en général. Moi, je le vois pas tout à fait comme ça. Je considère que Lucifer est aussi celui qui apporte la lumière vraiment, la lumière de l'illumination. Donc, il l'apporte par la connaissance. C'est vrai que la franc-maçonnerie utilise beaucoup le terme Lucifer pour parler de lumière, pour parler de. Mais je pense qu'ils n'ont pas tout compris, en fait. Hein. Et je pense qu'ils s'accaparent qu'une petite partie de la connaissance luciférienne, qui pour moi n'est pas du tout ce qui est résumé dans la franc-maçonnerie. Ça va bien au-delà de ça. Moi, je pense que Lucifer est vraiment un principe positif. Je ne le vois pas du tout comme un principe négatif. Et surtout, à ne pas confondre avec le satanisme qui pousse justement les réseaux pédophiles, de sacrifice d'enfants, et j'en passe. Là, on n'est plus du tout dans le luciférisme, où ça n'a rien à voir avec Lucifer. Hein, je pense que Stéphane est d'accord. Je suis tout ce que tu as dit, absolument. En fait, j'avais répondu par rapport à la définition maçonnique, c'est ce qu'on me demandait, mais je suis absolument d'accord avec toi qu'il y a dans l'idée quelque chose de beaucoup plus profond et de beaucoup plus passionnant qui n'a pas été saisi ou qui n'a pas voulu être saisi par les frères. Donc, je suis absolument d'accord avec toi. Oui. Ouais. Parce que moi, je pense qu'il n'y a rien de nocif à dire que l'homme est en lui un Dieu potentiel. Moi, c'est pas pour autant. Moi, en tout cas, c'est ce que je pense. Je pense que l'homme a la capacité de devenir parfait, comme l'ont été certains grands hommes comme Bouddha, comme Jésus. Je pense qu'on a tous cette capacité-là, mais ça ne nous enlève pas pour autant notre capacité à reconnaître les êtres supérieurs, dont Dieu ou le principe de Dieu, comme on veut. Pour moi, c'est pas antinomique. On peut pouvoir accéder à une perfection et en même temps faire partie d'une perfection encore plus grande. Pour moi, c'est pas voilà. Donc cet idéal qui est d'opposer finalement la croyance en Dieu à l'enseignement luciférien, si je puis dire, c'est stupide parce que pour moi, c'est pas opposé du tout. Voilà. Après, quand on parle de satanisme, évidemment, moi, c'est pour ça que j'en parle de plus en plus, c'est parce qu'il y a des réseaux de plus en plus pédophiles qui naissent de partout, qui se révèlent de partout, du cannibalisme, et on en parle. Et là, on n'est plus du tout dans le luciférisme, on est vraiment dans le satanisme, et c'est l'adversaire, le grand tentateur, celui qui pervertit l'homme et qui l'attire vers le bas, c'est-à-dire le bas de son corps aussi. C'est-à-dire qu'il le pervertit sexuellement, c'est Satan, hein, c'est pas Lucifer. Hein. Soyons d'accord. Ouais, bon. De toute façon, si on avait passé autant de temps
à, à, à faire grandir les gens, à faire grandir leur conscience plutôt que de les abrutir jour par jour, je pense qu'on aurait des surprises de, de la qualité de l'être humain. C'est clair. Ouais. Alors, je voulais rebondir sur un sujet particulier parce que finalement, donc, on est tous conscients qu'on est envahi, on se fait massacrer les uns après les autres, en tout cas en liberté d'expression. Puis les Français dans leur coin. Je rappelle que Macron a donc depuis son élection a posé 8 nouveaux impôts. Et les Français ont-ils perdu leur couille? Voilà, c'est la question que je voulais vous poser, messieurs. Pour se battre finalement et pour dire stop, quoi. Question très facile. Oui, ça, y a pas le moindre doute. Là, je crois que y a même pas de nuance à faire complètement. C'est même désespérant. Je crois même, je sais pas si notre ami est d'accord avec moi là-dessus, mais je crois même que c'est une des raisons pour lesquelles on se sent même un peu. C'est pas qu'on n'aime pas notre pays, au contraire, mais justement, on se sent plus chez nous. À l'étranger, bon moi en Turquie et toi je crois au Maroc, tu m'as dit, parce que c'est tellement désespérant de voir un peuple qui souffre autant, mais qui sait pas pourquoi, qui n'arrive pas à remettre les choses en place et qui préfère mettre ça sur le dos de son voisin, etc., plutôt que de s'éveiller. Je crois que les Français ont pris un tel rythme de vie, métro, boulot, dodo, Hanouna, Drucker, je sais pas quoi, machin, enfin c'est BFM, hein, pour bien être sûr de devenir un peu plus con chaque jour. On sait pas comment les en sortir. Donc on a essayé, bon le boulot qu'a fait mon pote Soral, qu'on a fait, etc. On a réussi à éveiller 15% des gens, mais je crois que ça ira pas plus loin. Faut être honnête, parce que on a beau dire que les médias sont en crise, pas vraiment. Les gens continuent à regarder. C'est un petit peu. Alors maintenant, il y a un truc qui se passe. C'est comme si une partie des Français se rendait compte qu'on se fout de leur gueule, n'ont plus confiance dans leurs médias, mais ils continuent quand même à regarder, à écouter. C'est un peu comme un toxicomane qui se dit merde, c'est mauvais ce que je me mets dans les veines, mais il continue. Voilà. Donc au fond, ils se font quand même influencer de la même façon et ça change rien. Et moi, ce qui m'inquiète, c'est de voir que dans tous les médias, à chaque fois qu'il se passe un truc, on va nous dire c'est le musulman. On dit même plus musulman, on dit islamiste. On sent qu'il y a une volonté de monter les chrétiens contre les musulmans pour que le moment où ça pète entre chrétiens et musulmans qui n'y sont pour rien en général. Voilà, bref. Et franchement, il n'y a pas plus de 5 ou 6 mosquées en France qui posent problème. Si vraiment ils avaient voulu faire quelque chose, ils auraient fermé ces 5 ou 6 mosquées depuis longtemps, qui ont été d'ailleurs souvent dénoncées par les musulmans eux-mêmes. Ils le font pas, ils font l'inverse pour avoir un alibi, pour nous monter contre les autres. Bon, et malheureusement, le peuple français marche là-dedans, et malheureusement, Marine Le Pen aussi, ce qui me rend absolument furieux, mais voilà. Donc de toute façon, de tous les côtés, on a d'un mélange qui défend des terroristes kurdes et crache sur la Turquie. De l'autre côté, Marine Le Pen qui se met à taper sur les musulmans qui n'y sont pour rien. Donc, je veux dire, de tous les côtés politiques, et médiatiques et autres, on est dans la merde. On est dans la merde, Jim. Ben oui, évidemment, ils se servent de l'islam. D'ailleurs, entre parenthèses, je tiens à le dire, à le répéter, c'est ce que dit Rav von Tutu, je crois, Rav von Tutu. Il dit que Ishmaël, c'est-à-dire l'islam, est le balai d'Israël. Il le dit clairement, hein, c'est pas être antisémite que de le dire, c'est lui qui l'a dit. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il se sert de l'islam pour foutre le bordel en Occident, pour que les populations s'affrontent, hein, et pour qu'à la fin le grand vainqueur soit Israël. C'est clair et net. Pour moi, c'est évident, quoi. Donc ils ont intérêt à fomenter du terrorisme, ils ont intérêt à fomenter du djihadiste. Et du djihadiste intégriste. Et donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils laissent pousser les mosquées radicales qui sont financées par l'Arabie Saoudite et le wahhabisme et les frères musulmans du Qatar, qui ne sont pas vraiment des vrais musulmans, qui sont des cinglés qui n'ont rien compris, et dont l'unique but, en fait, est de foutre le bordel en Occident. C'est tout. C'est pour ça qu'ils ne touchent pas aux banlieues. C'est pour ça qu'ils n'ont rien fait en 30 ou 40 ans pour changer quoi que ce soit dans les banlieues. Le but, il est clair, il est de créer la guerre civile. Maintenant, en ce qui concerne l'émasculation du mal occidental, ça fait un bout de temps. C'est les Américains qui ont commencé déjà. Le féminisme, c'est quelque chose qui a été inventé par des hommes. C'est pas des femmes qui ont inventé le féminisme. Le but, il est où? Le but, il est de couper les couilles au mal pour que le jour où il faudra se révolter, il n'y ait plus de couilles. Donc, pour répondre à ta question,
les Français sont en train de se faire couper les couilles avec le système balance ton port et je sais pas quoi. Et on est en train toujours de rabaisser l'homme. Tous les hommes qui ont du courage, les Dieudo, les Soral, se font massacrer. Et ça, bien entendu, ça dissuade tous les autres qui auraient envie de montrer un petit peu leurs hormones. Ça les dissuade. Hein. Bon, bah oui, on en est là. Stéphane, Ouais. Voilà. tu veux rebondir ou... Oh, rien à rajouter, je suis absolument d'accord. Ouais. Rien à ajouter. Alors, justement, est-ce que vous avez des conseils à donner à des jeunes qui arrivent un peu dans cette résistance, cette dissidence, qui ont découvert Alain Soral, qui ont découvert Dieudonné, qui ont découvert le boulot, quoi, hein, le gros boulot qui a été fait. Est-ce que vous avez des conseils à leur donner, ceux qui veulent finalement monter des groupes et être un peu résistants? Est-ce qu'il y a des conseils que vous pouvez leur laisser? Ouais, moi j'en ai un conseil à leur donner, c'est de ne pas avoir peur du regard des autres et des opinions des autres. Voilà, décidément, on est fait pour s'entendre, c'est exactement ce que j'allais dire. Que... c'est... d'accord. Il faut pas peur, parce que si tout le monde s'y met ensemble, ils ne pourront rien faire. Et ils jouent simplement sur le fait que chaque personne individuellement a peur d'écrire un truc, de dire quelque chose. Mais si vous avez 100 personnes qui le font en même temps, ils seront dans la merde. Voilà, il faut arriver à ça. C'est difficile, parce qu'ils ont une telle manière de faire peur aux gens. Mais vous savez, qui mettent en même temps, croyez-moi que la peur va changer de camp. Et pour l'instant, on est un peu dans ce moment où les gens en ont ras-le-bol, mais ils savent pas très bien jusqu'où ils peuvent aller. Il faut y aller, quoi. Voilà. De toute façon, qu'est-ce qu'ils ont à perdre? Qu'est-ce qu'ils ont à perdre? S'ils continuent comme ça, de toute façon, dans 2 ans, il n'y a plus de France, il n'y a plus rien, ça sera la guerre civile. Voilà. Donc, Macron a été élu pour prendre absolument tout ce qui restait aux Français. Et ensuite, voilà, on connaît le plan final, ce sera la guerre civile. Donc, il serait temps quand même que les Français se bougent un petit peu, quoi. Alors, cette guerre civile viendrait par quoi? Par la propagande médiatique. On va encore nous inventer un attentat supposément fait par des musulmans, alors que ça sera pas le cas. On va vous dire sur tous les médias, le type aurait crié à Allahu Akbar, il avait une barbe. Bon, ça sera évidemment un agent du Mossad, mais ça, on n'a pas le droit de le dire. On sait quand même ce qui s'est passé. Et le 13 novembre, pourquoi les chanteurs là qui avaient été invités pour cette soirée n'ont pas pu revenir et d'après ont été expulsés dans un magazine américain qu'ils avaient entendu avant le concert, avant le massacre, donc parler hébreu, les types qui avaient des armes dans les loges. Bon, voilà l'attaque du magasin Cacher, etc. Ça avait été vendu à un musulman quelques semaines avant, le type avait fait son alia. Il faut quand même dire les choses. C'est une réalité, c'est à chaque fois la même chose. Sauf qu'on n'a pas le droit de le dire, mais on le dit quand même, et en plus c'est prouvé. Hein, on l'a dit, on l'a écrit, ils nous ont pas fait de procès, ils peuvent pas s'éprouver. Bon, donc on va nous organiser des faux attentats pour monter la population, soi-disant de souche, j'aime pas le mot, mais bon, enfin, les chrétiens contre les musulmans, jusqu'à ce que ça... Et ils savent qu'ils ne peuvent pas empêcher la colère populaire, ils veulent la détourner pour qu'on s'en tue entre nous. Voilà. Bah, oui. Bah, c'est toute identité nationale pour qu'il n'y ait pas de reconstruction d'une France à l'européenne, il y a aussi ça. Pour moi, la guerre civile, elle peut venir aussi d'un écroulement financier global, l'écroulement de l'euro. Je pense que le jour où les gens ne pourront plus leur tirer d'argent et acheter leur bouffe, ça va péter, mais grave. Le problème, c'est que c'est dans les cités qui sont pour l'instant les plus outillées à faire face à une éventuelle guerre civile, et ça risque de tourner au vinaigre. À mon avis, dès qu'il va y avoir un problème de l'ordre d'un krach financier, et on sait très bien qu'on est au bord de ça, ça va partir en vrille. Après, oui, c'est évident qu'on fait rentrer autant d'immigrés dans ce pays et qu'on les laisse ne pas s'intégrer et qu'on les laisse plutôt désintégrer les valeurs françaises. On les laisse faire, et si on les laisse faire, c'est parce qu'il y a une volonté claire de détruire toute identité nationale et d'union nationale. Donc c'est pour ça que moi je suis très pessimiste pour le futur proche. Je suis très pessimiste parce que tant que la France ou les Français ne vont pas s'unir autour d'un idéal national, une vision unique, une vision réunifiée, je ne vois pas comment on pourra s'en sortir contre un système pareil. Franchement, je ne vois pas. Je n'ai pas la solution.
Pas beaucoup Tout de à monde fait à la d'accord. solution, hein. Il y a beaucoup de groupes qui cherchent la solution, se rassembler, faire des petits groupes de chacun de son côté, et finalement, bah, tout le monde appelle à se rassembler, mais personne ne se rassemble. C'est ça le problème. Alors vous, messieurs, vous avez donc Ouais. quitté la France, hein, définitivement. Bah, Vas-y, commence. moi, ça fait 10 ans. Ça fait 10 ans que je suis parti. Donc, de là à dire que c'est définitif, ça fait 10 ans que ça l'est. Maintenant, c'est jamais écrit dans la pierre. Je veux dire, si demain la France redevient un pays vivable, je reviendrai avec grand plaisir parce que c'est quand même un pays qui me manque. Hein. Faut pas non plus. On reste français, même si on vit à l'étranger, on reste français. Moi, tout le monde me dit mais pourquoi tu parles encore de la France? Tu es parti. Ben, parce que je suis français, parce que je me considère moi-même comme un ambassadeur des valeurs françaises à l'étranger. Hein, j'essaye d'apporter un petit peu ce que la France a de bon, sans être prétentieux. Et quand je vois la honte que nous mettent les Hollande, les Macron quand ils se déplacent à l'étranger, je ne sais plus trop quoi dire. Quoi. Hein, je suis un peu emmerdé. Stéphane. Oui, et moi, alors c'est plus récent, mais bon, il y a plusieurs raisons. Moi, d'abord, bon, la Turquie est un pays que j'adore depuis très longtemps. J'y passais déjà beaucoup de temps pour un tas de raisons. J'y joue beaucoup, j'ai beaucoup d'amis. Et c'est vrai que je voulais de toute façon m'y installer au moins à mi-temps. Et puis il est vrai que les persécutions que je vis depuis 2 ou 3 ans, et en particulier depuis 1 an et demi, les procès de la LICRA, les annulations de mes concerts, le CRIF qui m'emmerde, enfin bon, les choses qui nous arrivent en permanence dès lors qu'on est dissident. Bon, j'ai pris la défense d'Alain Soral contre Pierre Berger, j'ai écrit ce livre dans sa maison d'édition sur la franc-maçonnerie en révélant les liens avec le bénémérite, donc c'est sûr qu'il m'aime pas. Donc à chaque fois qu'un organisateur me programme un concert, il est menacé le lendemain, ma maison de disques se fait menacer en permanence pour ne plus méditer, enfin bref. Donc je suis plus efficace de l'extérieur, ça veut pas dire que j'ai abandonné le pays, j'y reviens régulièrement, mais au bout d'un moment, je trouve que ça devient idiot de rester là pour s'en prendre plein la gueule et ne plus pouvoir rien faire. Donc quand même, là, ça fait que 2 mois et demi que je suis là officiellement comme habitant ici. Bon, j'ai quand même réussi à faire des concerts partout pour les Palestiniens, à lancer sur toutes les chaînes de télé un boycott national de tous les produits israéliens et américains qui a été diffusé partout et qui marche très bien. Au niveau quenelle, je pense que c'est pas mal. D'ailleurs, Dieudo me dit chapeau. D'ailleurs, Dieudo va peut-être venir me voir parce qu'on va peut-être aller. Enfin bon, je veux pas. Voilà, mais enfin, on peut être parfois plus efficace de l'extérieur. Moi, j'aurais pu rester en France plus longtemps. J'y reviens, mais je veux dire, au bout d'un moment, quand vous vous faites interdire partout, qu'on supprime vos vidéos, qu'on interdit vos concerts, bon, au bout d'un moment, ça devient du masochisme. Donc, je me sens plus efficace ici. Et puis, effectivement, il y a un truc, c'est que les Turcs savent, ça c'est une grande différence avec la France, les Turcs savent ce qu'est le sionisme. Ils savent qui est Théodore Herzl. Pourquoi? Parce que Théodore Herzl avait, à l'époque du dernier sultan ottoman, il y a plus d'un siècle, Théodore Herzl, avec le culot que ces gens-là ont en général, était allé voir le sultan et lui avait dit, voilà, on veut vous acheter une grande partie du pays. Enfin, on veut que vous nous le donniez, mais on va vous aider. Enfin bon. Bien évidemment, le sultan lui avait dit d'aller se faire voir et que c'était pas des terres qui avaient été conquises au prix du sang pendant des siècles qui allaient être données comme ça à cette communauté qui était d'ailleurs, faut le rappeler, très très bien traitée sous l'Empire ottoman. Peut-être trop, apparemment, visiblement, parce que la chute de l'Empire ottoman vient un peu de là. Mais donc tous les Turcs savent qui est Théodore Herzl, ce qu'est le sionisme et quel était le plan du sionisme. Et d'ailleurs, Théodore Herzl dit bien, la dernière marche, ça sera la Turquie. C'est-à-dire tous les Turcs savent bien qu'au-delà de ce qui s'est, que la dernière marche, le but suprême du sionisme bien compris, c'est de prendre la Turquie. Sauf que, bon, moi je pense qu'ils n'y arriveront pas, et c'est là où ils vont se casser le nez, mais c'est exactement ce qu'ils font. Ça explique pourquoi on voit aujourd'hui Israël financer des milices terroristes kurdes qui représentent pas du tout les Kurdes, parce que les Kurdes sont les frères des Turcs, il n'y a aucun racisme anti-kurde en Turquie. Au contraire, simplement c'est comme le PKK, sont financés par Israël pour semer le chaos ici, diviser la population, comme ils le font en France, et c'est ce qui est en train de se passer. C'est pour ça que d'ailleurs, il y a quelques heures, vous avez peut-être vu, la Turquie lance une grande opération en Syrie pour en finir avec ça. Voilà, c'est toujours la même chose, diviser pour mieux régner, et il faut surtout pas croire que les terroristes du PKK représentent les Kurdes. On a tous des amis kurdes ici, 90% des Kurdes sont avec les Turcs.
ce qu'on dit en Europe est faux. Ça vient de Madame Danielle Mitterrand pour des raisons, bon, bref, privées. Mais 90% des Kurdes sont les frères des Turcs. Il n'y a pas de terroristes dont on parle est financé par Israël pour essayer de semer le chaos en Turquie. Et ça, c'est un truc que l'Europe n'a pas bien compris aujourd'hui. Et l'Europe fait croire que les Turcs voudraient créer les Kurdes. Complètement faux. Moi, j'ai 2 questions pour Stéphane. Pourquoi est-ce que Israël voudrait annexer la Turquie apparemment la Turquie ne fait pas partie de la carte du Grand Israël? Et la deuxième question, c'est selon toi, si guerre mondiale ou guerre prochaine, ça serait plutôt contre la Turquie ou plutôt contre l'Iran? Je crois que maintenant, déjà, je commence par la deuxième question. Déjà maintenant, on peut dire que c'est lié. S'il y avait une guerre mondiale, etc., ça serait contre la Turquie et contre l'Iran, puisque les deux pays sont rapprochés d'une manière spectaculaire. Et même que au niveau de l'armée turque et de l'armée iranienne, ils se sont rapprochés, ils font des opérations communes. Voilà, ça sera aussi une manière de montrer que cette division entre chiites et sunnites à laquelle personne ne comprend rien était aussi une invention des éternels diviseurs, parce que là on voit une grande partie du monde musulman, chiite et sunnite, s'allier. Donc l'Iran et la Turquie ont très bien compris que c'était le moment de le faire. Bon. Et sinon, excuse-moi, mais la première question, j'ai oublié. Je disais comme la Turquie ne fait pas partie du Grand Israël, pourquoi est-ce qu'ils annexeraient la Turquie? Si tu regardes bien ce qu'écrivait Théodore Herzl à l'époque, ouais. Une bonne partie de la Turquie en fait partie. Et comme ce sont des gens qui n'ont pas beaucoup d'imagination, ils suivent le plan, le schéma, comme ils disent. Donc, Théodore Herzl voulait une grande part de la Turquie. Et ils sont restés sur ces bases-là. Là, je parle, parce qu'on dit sionisme, et là, les gens ne savent même plus ce que c'est. Il y a eu le sionisme au départ, d'accord, c'est Théodore Herzl, mais ensuite, tout ça a été repris par des ultra-orthodoxes, des rabbins ultra-orthodoxes dans les années 60 en Israël, enfin bref. Mais le plan de Théodore Herzl, c'était quand même d'avoir une partie de la Turquie. Et donc, ils sont restés sur ce schéma-là. Donc, évidemment qu'ils veulent la Turquie. Et ils savent très bien qu'en plus, géostratégiquement, la Turquie, vu les frontières qu'elle a et vu l'importance qu'elle a dans la région, s'ils veulent vraiment dominer il faudra qu'ils contrôlent en grande partie la Turquie. Et il y a une vingtaine d'années, avant que le président actuel arrive, enfin, il était Premier ministre à l'époque, Erdogan, qui est quand même le seul, quoi qu'on puisse dire de lui en Europe, à avoir vraiment pris un très grand recul avec Israël. Sinon, dans les gouvernements précédents, il y a 20 ans, la Turquie était toujours à la botte d'Israël. Ça, faut quand même le dire. Donc, c'est assez nouveau, mais l'axe maintenant entre la Turquie, la Russie, la Chine et l'Iran est quand même très fort et je ne crois pas du tout qu'il y aura de retour en arrière. Et à mon avis, tant mieux, parce que ça donne quand même une contre-alliance qui peut être efficace le cas échéant. Ouais. En tout cas, qui est heureuse, oui. Jim. Voilà. Bah écoute, je sais pas, qu'est-ce que tu sais pas, est-ce qu'il y a des questions? Je vous propose qu'on fasse une petite pause, oui. et puis après on va demander aux personnes s'ils veulent monter sur Skype, vous poser des questions en live, en direct. N'hésitez pas, donc putain de radio sur Skype et vous viendrez vous poser vos questions. Donc on fait une petite pause musicale, à tout de suite. D'accord. I need to know.
reparti, on est en direct. J'espère que vous avez apprécié ce morceau de Landry, un malgache qui est venu dans notre région il y a pas très longtemps. Donc j'essaie de donner la parole aussi à des artistes qu'on n'entend pas. Hein. Donc si vous avez des morceaux que vous avez composés vous-même, n'hésitez pas à me les donner. Comme ça, moi je les mettrai sur le live. Messieurs, vous étiez en train de parler d'Alain Soral et de contre-culture. Il en est où, Alain Soral, en ce moment? Bah là, il continue à lutter, évidemment. On était en train de dire, oui, je disais que, évidemment, c'est des procès tous les jours. Non seulement ils nous font des procès à titre personnel, bon, ça c'est sûr que les deux recordman, c'est Dieudo et Alain. Moi, on m'en fait aussi maintenant, mais c'est sûr que Alain, non seulement ils lui font des procès à titre personnel, pareil pour un message Facebook, pour n'importe quoi, etc. Mais maintenant, on voit la censure sur les livres, ce qui est quand même extraordinaire. Bon, on voit que le livre Dialogue désaccordé a été interdit par une décision de justice absolument incroyable. On voit qu'aujourd'hui, ils s'en prennent aux livres, c'est-à-dire qu'ils comprennent que par les réédité, il y a eu un éveil massif avec des livres passionnants et très bien faits, et maintenant ils essayent d'empêcher ces livres de sortir. C'est-à-dire ils essayent de trouver dans un livre une ligne, un mot qu'ils vont pouvoir attaquer pour essayer de nous empêcher de publier des nouveaux livres. Voilà. Alors évidemment on lutte, mais c'est sûr qu'avec ce qui se passe avec Macron, vous voyez, on se dit toujours que ça peut pas être pire, et on se trompe. Sarkozy c'était terrible, avec Hollande, bon là c'est faire. Et puis avec Macron, c'est encore pire. Donc effectivement, jusqu'où ça va pouvoir aller? Il y a un moment où on aimerait bien effectivement que le peuple se réveille davantage, pas seulement, j'allais dire, les 15% qui suivent égalité et réconciliation. On comprenne qui est d'accord avec nous ou pas. À la limite, on s'en fout, c'est pas qu'on s'en fout, mais comment on peut accepter dans un pays comme la France qu'on interdise des livres? Enfin, je veux dire, c'est quand même incroyable. Et simplement, les gens ne lisent plus. Ils regardent Hanouna du matin au soir, et il va bien falloir que les gens se réveillent, mais on a du mal maintenant à éveiller plus de gens. C'est ça le problème. C'est exactement ça. C'est ce que j'ai dit récemment. J'ai dit, je crois que les gens ne se rendent pas compte de la gravité. Ouais. Déjà, de censurer déjà sur Facebook, de fermer des pages, ou de fermer YouTube. On a eu affaire aussi à un gang des pouces rouges là, qui sont venus nous mettre des milliers de pouces rouges sur nos vidéos. Ils sont payés par Google, ils sont payés par l'État pour nous faire taire à propos des vaccins, etc. Les anti-vaccins essaient de nous faire taire. Et je disais, mais vous vous rendez pas compte à quel point c'est extrêmement grave, parce qu'effectivement, il y a des bouquins qui sont censurés, des auteurs qui sont même poursuivis en justice. On peut plus rien dire, on peut plus rien écrire. C'était pas le cas il y a 20 ou 30 ans. Il faut quand même que les jeunes aujourd'hui se rendent compte que la France, c'est pas ça. Ça n'a jamais été ça. C'est grave ce qui se passe là. C'est sérieux, quoi. Quand on nous traite de conspirationnistes parce qu'on dénonce un complot, c'est pas du délire. La France, c'était pas ça il y a 20 ans. Est-ce que la dictature les gens réagissent, quoi. Est-ce que la dictature se serait déjà installée dans notre pays? Mais évidemment. Bah évidemment. C'est une dictature sans merci. C'est ce qu'on est en train de dire. Et c'est une dictature sans merci, et en même temps, qui est chouette-patesse, qui est kabbalistique, qui te dit, en gros, ferme-la, t'as Charlie Hebdo, tu peux enculer qui tu veux, tu pourras bientôt vendre tes enfants, on aura la GPA, la PMA, on a LGBT, etc. Voilà, c'est la liberté. Voilà, on a Charlie Hebdo, c'est très bien. Sauf que Charlie Hebdo, on sait qui est derrière, et que Charlie Hebdo, à part insulter les musulmans, fait pas grand-chose. Simplement, j'attends de voir une de Charlie Hebdo qui se moque d'Israël, mais ça n'arrivera pas. Voilà, donc c'est toujours la même chose. Mais on vous dit, voilà, vous êtes dans un pays extrêmement moderne, c'est génial. Tout le monde s'encule. Bon, très bien, mais ça c'est du domaine du loisir, comme dit Alain, pour ceux qui aiment ça. Mais il y a aucune liberté. Et la gauche a caché son impuissance sociale. Et ce qu'elle était censée faire était sincère, qui était d'aider les plus défavorisés et les ouvriers, etc. Étant totalement incapable de le faire, elle a compensé cette injustice-là par le libertarisme, c'est-à-dire enculez-vous tous, voilà. Et on est vraiment là, c'est-à-dire que plus la société devient injuste, plus on va nous sortir un truc incroyable. J'ai vu qu'il n'y a pas longtemps, il y avait au Palais du Louvre une femme, les jambes écartées, et tous les hommes qui passaient pouvaient lui mettre la main dans le vagin. Enfin, j'ai cru que c'était une blague, sur le moment, apparemment pas.
Bon, apparemment, c'est des performances artistiques, c'est génial. Bon, voilà. C'est la manière dont la gauche, bon, la droite fait pas mieux, mais bon, la droite au moins fait pas semblant de le faire. C'est la manière dont la gauche actuelle compense son impuissance à gérer les problèmes de société, les problèmes économiques, en disant voilà, enculez-vous, fistez-vous, vous êtes en démocratie. Sauf que je pense que ça trompe quand même plus grand monde. J'espère. Et si, malheureusement, Bah, si. Oui, Jim. oui, c'est ça. Il y a un nivellement par le bas, une perversion de la jeunesse. La norme aujourd'hui, c'est justement de s'enculer. On en est là, je veux dire. Et puis, moi, ça fait longtemps que j'ai fait ce constat, mais je pense que Stéphane va certainement me rejoindre. Il y a un nivellement par le bas aussi au niveau de la musique. Le niveau musical, c'est pitoyable. Donc, c'est clair. Ça a commencé déjà comme ça, à supprimer tout ce qu'il y avait d'intéressant dans la musique, en mettant l'accès et les crédits sur les rappeurs et toutes ces mères infâmes. Pardon, je supporte vraiment pas. Je dis pas qu'ils n'ont pas le droit d'exister, mais quand ils prennent la place des musiciens et des vrais artistes, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, le papa va laisser sa place. Je veux dire, aujourd'hui, on est vraiment dans une ère de décadence totale et de fin de cycle, de fin de civilisation, c'est clair. Comment est-ce qu'il faut laisser faire? Parce que c'est voulu, donc laisser faire. Je veux dire, je sais pas. Moi, je dis, il faut que les jeunes réagissent, que la jeunesse se bouge. C'est pas aux vieux de faire la révolution. Ah non, c'est pas à nous de faire la révolution. Enfin, moi, j'ai 51 ans, c'est pas à moi de descendre dans la rue de me battre. Oui, mais alors quand on voit... Oh, disons qu'on peut tous le faire ensemble éventuellement. Le problème, c'est que je crois que, vu la manière en France, le temps que les jeunes alors, c'est un peu ça le problème. On dit, voilà, une con de trotskistes aujourd'hui qui savent pas quoi ils servent, vont comprendre, ils auront 40 ans, et nous on en aura, je veux pas savoir. Voilà, c'est un peu ça le problème, c'est le décalage qu'il y a entre le moment où ils se font baiser et le moment où ils se réveillent. Et ça, je crois que ça sera difficile pour nous tous de les faire se réveiller là maintenant. Mais si on y arrivait, ça serait génial. C'est un petit peu le but. Mais qu'est-ce que tu veux, c'est pas évident. Hein. Non, c'est pas évident. Alors, on a un auditeur qui essaye de nous rejoindre. Ils ont toujours la technique. Je sais que ça lag beaucoup. Je sais, les amis. On va essayer de résoudre ce problème. En tout cas, pas ce soir, mais dans les jours prochains. Mais c'est vrai qu'on a beaucoup de lag. Mais vous pouvez, de toute façon, avoir l'émission qui sera rediffusée et elle sera pas coupée. Voilà, il y a seulement les gens qui sont en direct qui ont ces petits lags de temps en temps. Alors, on va essayer de contacter donc Langlois René qui voulait vous poser des questions en direct. J'espère qu'il va nous répondre puisqu'il était là et qu'il m'a fait une demande, c'est qu'il voulait venir nous rejoindre, à moins que non. À moins que je me trompe. Beaucoup de réactions sur le chat. N'hésitez pas à venir donc sur Putain de Radio, sur Skype. C'est ici que vous pourrez leur poser des questions en live. Qu'est-ce que j'ai Oui, on parle de musique beaucoup. Ça parle beaucoup de musique. Là, vous avez levé le sujet de la musique et ils sont en colère. Hein. Ils sont en colère de ce qu'ils écoutent aujourd'hui. Hein. Ils sont en manque de Léo Ferré, Brel et Brassens. Hein. Tu parles. Je les comprends. Ah oui. On les comprend. Par contre, je veux dire, aujourd'hui, c'est terrible, quoi. Je veux dire, franchement, je trouve que c'est vraiment ce qu'il y a de pire. Parce que ce qui est arrivé de pire à la civilisation française, c'est cette décadence de la musique ces 30 dernières années. C'est vraiment, je sais pas, on va dire ces 20 dernières années, ça s'est accéléré, quoi. Ouais, on est d'accord, hein, évidemment. Beaucoup de. On peut dire ce soir, c'est pas un débat contradictoire, c'est passionnant, mais comme on est d'accord sur tout, c'est sympa. On va parler d'un monsieur. Moi, j'avais mis ça dans mon ping-pong. On va parler d'un monsieur qui parle de nous beaucoup, mais lui, on parle pas beaucoup de lui. C'est Attali. Est-ce que en fait, si Stéphane, il en a parlé. Stéphane en a parlé tout à l'heure, il a parlé du Bnebrit. Je crois que Attali fait partie d'une branche même secrète du Bnebrit ou un truc comme ça, non? Attali fait partie de toutes les saloperies que tu peux imaginer, oui, bien sûr. Ouais. Oui, bien sûr, il fait partie du Bnebrit. Il en est une des têtes. Ouais.
Si tu parles, il ne porte pas un anagramme de Attila pour rien. Hein. C'est-à-dire cette espèce d'enfoiré avait dit, mais c'est officiel, hein, c'est pas avait dit il y a quelques années que toutes les personnes de 65 ans qui n'étaient pas rentables financièrement devaient être euthanasiées. Ouais. Mais ça, c'est pas raciste, hein. C'est comme il est juif, il peut le dire, lui, c'est pas un problème. Essaye de dire ça toi, bon, là, tu vas en tôle directement, ce qui est normal, parce que c'est pas de problème. Donc, et on chie depuis. Donc voilà, ce genre d'individu. Bon voilà, t'as bossé comme un esclave toute ta vie. Si tu n'as pas une carte bleue qui est bien approvisionnée, on va te tuer à 60 que t'as plus rien à foutre là, quoi. Et ça arrive encore à t'en faire trop de scandales. Moi, je m'attendais quand il a dit ça à ce que les gens sortent dans la rue, quoi. Mais non, attends, je suis plus naïf maintenant. Plus c'est gros, plus ça passe. C'est exactement ça. On va remplacer les ventres par des matrices. C'est ce qu'il écrit comme conneries dans son bouffin. C'est pas des conneries parce qu'en fait. Malheureusement, j'ai peur que ça soit vrai. J'ai peur qu'il ait raison. Ouais, il nous met au parfum de ce qui est prévu pour nous, quoi. Enfin, par leur clic, hein. C'est ce qu'ils aimeraient voir dans le futur. C'est-à-dire, ils veulent plus voir d'hommes ni de femmes copuler, choisir qui est bon, qui est pas bon, qui est capable, qui est pas capable. C'est monstrueux, hein. Et ouais, on est là. Non, mais c'est terrible, hein. Alors, encore une fois, moi, je m'adresse à ceux qui nous traitent de conspirationnistes et qui nous prennent pour des tarés, d'aller écouter ou d'aller lire des bouquins d'Atali, vous allez comprendre. Hein. Oui. Excusez-moi, je suis en train de régler ce petit son de coupure, les coupures de son parce qu'on perd beaucoup de monde du coup à la suite. C'est dommage parce que c'est très très intéressant et beaucoup de réactions encore. On parle des capitalistes qui se servent de la bêtise des femmes et de leur soumission au dieu argent pour que rien ne change. Oui, les fémènes, ça c'est quelque chose quand même d'extraordinaire aussi, cette manipulation des femmes. Et encore une fois, ça n'est pas réprimandé quoi, ou très peu. Bah non, puisque les femmes, elles sont sorties innocentées de ce qu'elles ont fait à Notre-Dame. Elles sont à la poêle, elles ont perturbé la messe. Elles ont été innocentées. Même pas une petite condamnation, un truc comme ça. Quand tu vois que Soral se prend 10 000 euros d'amende pour un dessin, elle se balade à poil dans une église pendant la messe, mais elles ont même une condamnation à un franc symbolique. C'est quand même hallucinant. Attends, c'est pas plus que ça. Elles ont détruit des choses qui étaient à l'intérieur, la cathédrale. Elles ont bousillé les cloches. Enfin bref. Mais moi, j'ai un peu la même réaction que mon copain Bruno Gollnisch qui m'avait dit. Il s'était fait un jour accoster par les Femen pendant une manifestation. Et puis finalement, il avait fait ce qu'il faut faire dans ce cas-là, c'est-à-dire pas trop bouger. Et puis de toute façon, ce sont les créatures de Soros. Bon, le problème, c'est que la plupart des Français pas qui est Soros, un nazi juif qui d'ailleurs le reconnaît, qui faisait partie des SS, mais comme il est juif, c'est pas un problème, il a le droit, il ira pas en prison, lui, voilà. Et c'est ça qui est terrifiant, c'est que un type comme Soros essaie de détruire toute l'Europe. Ces espèces de. On est d'accord, je crois, il y en a pas mal qui le font, mais c'est vrai que c'est pas assez. T'as raison. Et on est bien d'accord surtout. Hein, c'est bien le problème de ce soir. Merde alors. On a entendu un vrai coup d'État, ça y a pas de doute, puisque je sais que la propagande atlanto-européiste, etc., a fait croire un petit peu après que c'était pas de cacher ce qu'ils avaient fait. Bon, il faut comprendre. Pas à l'Amérique, n'obéit pas à Israël, ça c'est le moins qu'on puisse dire, et donc ils ont voulu faire tomber le président turc. Ça a commencé déjà il y a 5 ans par des manifestations qui n'étaient pas des manifestations spontanées, mais qui avaient été organisées à Gezi Park, c'est un endroit d'Istanbul. Bon, ils ont fait les choux gras, la presse a fait ses choux gras avec ça en disant « Oh, la police turque a réagi violemment ». Attends, il s'est rien passé du tout. Ça a duré 3 semaines, la police n'était pas intervenue. Au bout de 3 semaines, ils les ont ensuite, il y a eu, bon, évidemment, sur le dos des Turcs. Et comme vous l'avez peut-être vu, j'espère que vous l'avez vu, moi j'avais été le premier à le dire dans les conférences que je faisais pour
conciliation il y a 2 ans, rien à voir avec de la CIA. Et je vous invite à vérifier. Poutine vient de faire une conférence de presse quelques jours où il dit bien, il y a 2 ans, que qui n'était pour rien, que c'était évidemment ni Erdogan ni les Turcs, et que c'était justement fait pour essayer de créer des tensions supplémentaires entre la Turquie et la Russie. Et comme j'avais dit à l'époque, ça a été exactement le contraire, parce que vous rapproché. Après, il y a eu l'assassinat. Ça n'a pas marché non plus, ça n'a fait qu'encore les rapprocher parce que Poutine sait très bien ce qui se passe à l'intérieur. Le problème de la Turquie actuellement, c'est elle est infiltrée par la CIA et par le Mossad. Et simplement, c'est traduit en Europe de telle manière qu'on dise que Erdogan est un dictateur parce qu'il met tout le monde en prison, etc. Mais il met quoi en prison? La CIA, du Mossad et les gens qui essaient de déstabiliser le pays. Les gens qui organisent des attentats, etc. Mais la propagande est tellement incroyable, personne ne connaît rien. L'information qui arrive en Europe, de toute façon, arrive du même magazine qui s'appelle Cumhuriyet, qui est le seul magazine réellement antigouvernemental et pro-sioniste. Donc, évidemment, toutes les informations qui arrivent déjà de ce magazine-là et qui ensuite sont filtrées par des gens comme Christine Ockrent ou Anne Sinclair ou autres, bon, vous pouvez imaginer ce qu'il en comprend ce qui se passe ici, mais je peux vous dire que l'immense majorité de son président, et moi le premier, voilà. Parce que si jamais le président turc tombait, je peux vous dire que là c'est la 3e guerre mondiale. Mais ça, avant que les gens le réalisent, il faudra du temps, que la propagande qui a été faite est tellement énorme que ça devient presque impossible d'essayer de défendre la Turquie avec tout ce qui a été raconté depuis 5 ans. Et on voit aujourd'hui que l'histoire du Kurdistan en Syrie est en train de rejaillir. Et maintenant, on voit aussi que malheureusement, Assad s'était entouré, parce qu'il n'avait pas le choix, de milices qui aujourd'hui le trahissent. De ces milices kurdes dont M. Bernard-Henri Lévy a fait un film, hein, les fameux Peshmerga. Normalement, les dissidents auraient dû se méfier, hein, parce que on défend des gens qui sont censés être du bon côté, mais Bernard-Henri Lévy fait un film à leur gloire. Normalement, comme dirait Alain, et je suis d'accord avec lui, quand on n'a pas trop le temps d'étudier un sujet, on écoute Bernard-Henri Lévy, puis on sait qu'il faut faire le contraire. Bon. Donc là, c'est en train de péter, et en ce moment même, la Turquie est en train d'essayer de finir le boulot de là-bas parce que c'est ingérable. Et on sait bien qu'on nous donne des noms, Daesh, ISIS, ISHID, je sais pas quoi, Al-Nosra, mais tous ces groupes sont financés par les mêmes, changent de visage, changent de nom, et le but, c'est simplement de continuer le chaos le plus longtemps possible. Parce que économiquement, l'Amérique, c'est terminé. Ils essayent juste de gagner du temps. Le dollar, c'est mort. Maintenant, ce sera la Chine, etc. Bon. Donc, ils essaient de gagner du temps en créant le chaos un petit peu partout pour gagner 2 ou 3 ans. Mais à long terme, l'hégémonie américaine est terminée. Et ça, ils pourront rien y faire et ils le savent. Là, je suis absolument d'accord. Et en plus, et d'ailleurs, je vais réitérer ma question de tout à l'heure, Stéphane. À ton avis, ça va partir plutôt, je parle de guerre, si je parle de guerre, ça partira plutôt du côté turc ou ça va plutôt partir du côté Iran, tu penses? Du côté turc, c'est déjà commencé. Ça vient de commencer il y a quelques heures. Ça vient de commencer, ça soit terminé. Ça vient de commencer avec l'aval discret de la Russie. Bon, et tant que la Syrie ne sera pas nettoyée des groupes terroristes du PKK et du PYD, ça continuera. Et tu vas voir dans les jours à venir, ça n'arrêtera pas. Donc, c'est évidemment avec l'aval de Poutine, mais tout ça, c'est compliqué. L'obsession de Poutine, comme tu sais, c'était pas de faire tomber Assad, il était pays d'Assad. Le problème, c'était d'éviter, évidemment, la déstabilisation. Poutine sait très bien que derrière ça, il y a le danger de l'infiltration en Turquie. Donc, il laisse faire la Turquie, et malheureusement, Assad, après, c'est à lui de se débrouiller. S'il veut rester, il faut qu'il arrive à trouver une solution pour s'éloigner des milices kurdes terroristes qu'il a prises autour de lui, parce que peut-être qu'il n'avait pas d'autres solutions, mais qui sont en train de le trahir. C'est d'ailleurs ce qui lui était arrivé il y a 1 an et demi, quand il y avait eu cette histoire qui avait fait scandale en Europe. Assad a... Bon, c'était pas Assad lui-même, bien sûr, mais c'était ses militaires
qui, à un moment donné, évidemment, ont lutté contre Daesh, mais qui se sont retournés contre lui. C'est ça la complexité. Et ces milices-là, elles travaillent pour... Ça dépend qui les paye. Et les milices du PKK ou du PYD sont financées par Israël. Ils ont commencé par défendre, en tout cas, lutter un peu, c'est vrai. Et ensuite, elles se sont retournées contre lui. Et maintenant, il est prisonnier de ces milices-là. C'est pour ça que la Turquie ne peut pas de toute façon accepter que les terroristes du PKK se rapprochent à ce point-là. Et maintenant, c'est parti. Et je peux te dire que ça s'arrêtera pas avant qui va se mêler au jeu, on n'en sait rien. Mais pour l'instant, en ce moment, à l'heure où on parle, l'armée turque est en train de nettoyer le terrain là-bas et ils sont en train de se foutre sur la gueule avec le PKK et le PYD. C'est ce qui se passe là exactement en ce moment. D'accord. Voilà. Écoutez, je vous propose de partir sur un côté positif maintenant parce que vous êtes tous les deux musiciens et je voulais connaître votre actualité présente. Excuse-moi, ça m'a fait rire. Je comprends. C'est vrai que c'est pas facile d'être positif avec tout ça, mais je sais. Réaliste aussi. Oui, non, mais ce que je voulais, c'était surtout parler de votre actualité personnelle. Ah. Celle de Stéphane. Bah vas-y, commence toi, commence. Non, moi je suis en écriture de bouquins en 2 tomes, donc ça sera un livre sur 2 tomes. D'accord. Et donc tu voudrais aussi éventuellement être édité par Contre-Culture si éventuellement ils nous écoutent. J'ai pas posé la question, mais ça serait un grand honneur. Mais je sais pas si le sujet que je vais traiter va les intéresser, mais ah oui, j'aimerais bien. Tu nous l'envoies. Tu nous l'envoies, tu l'envoies à Alain, ou tu me l'envoies à moi, ou tu l'envoies à Julien. Et ouais. Eh ben super, sûr, avec le lien est fait. Stéphane, alors toi tu joues, tu es musicien et là en ce moment tu tournes. Eh ben voilà, il y a plusieurs choses. Il y a la sortie de mon dernier album Schumann, voilà chez Calliope. En plus que ma maison de disque a du courage parce que elle est basée en France et ils s'en prennent plein la gueule, ils prennent des menaces tous les jours, ce qu'ils méditent. Enfin bref, il y a ce livre que je viens de faire chez Contre-Culture, sur franc-maçonnerie et l'effroyable vérité. Et puis sinon, là je suis en Turquie, donc j'ai des concerts ici. Je fais des concerts pour les Palestiniens. J'en ai fait à Sivas, à Istanbul, et là je serai le 14 février à Samsun. Et puis, je vais repasser en France là, dans quelques semaines, mais je vous dis pas quand, etc. Parce que si je vous dis ce que j'ai dans la tête à l'avance, c'est pas toi évidemment qui va me dénoncer, mais si je l'annonce maintenant, les connards du CRIF vont foutre la merde et essayer d'annuler le concert. Donc maintenant, on s'y prend au dernier moment. Donc j'essaierai de te prévenir, de vous prévenir au dernier moment. Mais disons que dans quelques semaines, je devrais faire un truc à Paris, mais ça sera vraiment vous le saurez la veille, quoi. Ça marche. Pas faire autrement. Je comprends le principe. D'ailleurs, c'est c'est ce que fait de plus en plus Dieudonné. Bon, Dieudonné, il remplit des stades. Ah oui. Mais ce que je veux dire, voilà, il avait fait ça, on va passer un moment, il avait fait ça au dernier moment, il rentrait dans une salle, quoi. Absolument, c'est ça qu'on fait. Moi, Dieudonné, on a dîné ensemble il y a pas longtemps avant que j'arrive à Istanbul, là, etc. Et puis on va se voir dans peu de temps. Et voilà, on est obligé de faire ça parce que si je vous dis ce soir ça, il y a un enfoiré qui va écouter ça. Et puis demain, paf. Donc on essaye de faire des coups. C'est même pas des coups. On essaye de jouer ou de faire des choses tranquillement. Et pour ça, on est obligé de le faire au dernier moment, organiser, de menacer les organisateurs, etc. Donc, dans quelques semaines, je vais faire un truc à Paris, mais voilà. Alors, la tradition, c'est... Vas-y, Jim. Ouais, je ne sais pas si les auditeurs se rendent compte où est-ce qu'on en est rendu, quand même. On en est rendu à un point où les musiciens doivent biaiser pour pouvoir faire leur travail en France. On en est là aujourd'hui. Hein. C'est extrêmement grave. Et je tenais à dire aussi que le point commun entre Stéphane et moi, c'est qu'on est tous les deux musiciens et on est tous les deux finalement de ce qui se passe dans le métier, c'est mieux. Donc, voilà, tu as posé la question de savoir ce que les jeunes devraient faire. Et faire comme nous, prendre des risques, ouvrir leur gueule, parce que nous, on est musicos. C'est ça notre vrai boulot. Et on prend des risques, et Stéphane en prend plus que moi, puisqu'il est déjà condamné, ce qui, moi, certainement, va m'arriver tôt ou tard.
Mais Eh ben, voilà, faut prendre des risques. Hein. bah, nous, on se bat contre le Ah, lobbying non éthique dans des spectacles. C'est-à-dire que on se moque de ce lobby qui nous bouffe.